You can have a look. No! Ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas eu une éviction en courte saison pour manque de performance. Alors on peut penser à Daniel Kvyat en 2017, même si là c'était vraiment en fin de saison. Sinon bien sûr je pense à Sébastien Bourdet en 2008, où là c'était en plein courte saison. Alors évidemment il y a un point commun entre ces deux pilotes qui est assez notable. Vous l'aurez bien sûr remarqué qu'entre Daniel Kvyat et Sébastien Bourdet, tous les deux ont un nom composé de 2 syllabes. On peut aussi penser à Jolyon Palmer, qui a aussi 2 syllabes et qui a été viré en courte saison, mais j'ai toujours considéré que Jolyon Palmer était davantage un PNJ par défaut que Renault avait récupéré en lançant son équipe et qui ne demandait qu'à être remplacé plutôt qu'un vrai pilote. Donc non, contrairement à Gasly en 2019, pas de baquet de secours pour Nyck de Vries, qui quitte la Formule 1 avec un grand sentiment d'incompréhension de ma part. Déjà oui, pour commencer par là, Nyck de Vries a été remercié par AlphaTauri, enfin pas remercié, ils lui ont pas dit merci, ils lui ont juste dit casse-toi, et je trouve qu'on en parle assez peu d'ailleurs de son licenciement parce que toute l'attention a été capturée par l'arrivée d'un nouveau chez AlphaTauri, mais on va y revenir. Je me vois donc confus par l'éviction de Nyck de Vries, car d'un côté, nul doute que ses performances étaient loin de porter son équipe vers le haut, mais d'un autre côté, c'était à attendre d'un pilote débutant en Formule 1 dans une des pires voitures du plateau. Et je parle pas en termes de performance, mais en termes de caractéristiques. On sait que l'équipe a totalement raté le virage 2022 avec Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, qui se sont plaints d'une voiture instable, au train avant rigide et au freinage désastreux. Surtout que l'écart entre le néerlandais et son coéquipier n'était pas aussi gros qu'entre d'autres coéquipiers, et à vrai dire, si on fait une moyenne de leurs écarts en qualification, Yuki Tsunoda et Nyck de Vries sont un des duos les plus proches en qualification, avec une claire marge de progression pour le néerlandais si on regarde ce graphique. Alors je vais pas commenter en détail chaque événement, mais je précise qu'entre un week-end calamiteux à Bakou et quelques événements qui ont joué contre Tsunoda plus souvent que de Vries, la comparaison flatte un peu plus ce dernier qui avait quand même encore une bonne marge de progression avant d'être pleinement dans le coup. C'était à se cogner la tête sur des murs lorsqu'à sa signature fin 2022, oncle Helmut annonçait qu'il comptait sur lui pour devenir le numéro 1 de l'équipe et la mener vers de meilleurs résultats. Car non seulement c'était insultant vis-à-vis de Yuki Tsunoda qui avait fait une excellente saison 2022, mettant Pierre Gasly en difficulté plus d'une fois, mais aussi car c'était absurde de s'attendre à ce qu'un pilote, aussi riche en expérience soit-il, puisse si rapidement s'intégrer dans une petite équipe de Formule 1. Car oui, De Vries a beaucoup d'expérience et un beau palmarès, mais il n'a jamais été en position d'être titulaire dans un sport aussi énorme que la Formule 1, et si on est honnête, aucun pilote majeur venant d'une autre discipline n'a réussi en Formule 1 depuis peut-être Montoya ou Villeneuve dans la fin des années 90, début 2000, et c'était en un temps où les essais privés étaient illimités, donc faut aussi se poser ces questions-là pour justifier les difficultés de Vries. Dans le cadre des pilotes récupérés d'autres catégories qui étaient assez prometteurs, je parlais de Sébastien Bourdet, mais aussi dédicace à Brendan Hartley, qui avait été récupéré par Toro Rosso fin 2017, et qui ont tous deux été d'assez grosses déceptions. Donc à mon sens, la situation de De Vries était loin d'être la plus inquiétante qu'on ait vue ces dernières années, et pour moi il tombe sous le sens de dire que cette éviction relève davantage d'autres facteurs, comme Chronopost, UPS ou FedEx. Contrairement à ce que j'ai pu théoriser ici par le passé, il s'avère que le giron Red Bull, représenté par Christian Horner, n'était pas enthousiasmé par le recrutement de Vries, qui pour le coup a été encouragé par le giron Red Bull Junior, représenté par Helmut Marko. La récupération de Daniel Ricciardo en fin de saison 2022 semblait avoir fortement émulé ce giron Red Bull, très content d'avoir à nouveau un clown pour ses réseaux sociaux, mais aussi, potentiellement, un narratif à réécrire. Daniel est cassé, disait Christian Horner, ce n'est pas le Daniel qui nous a quittés en 2018. Et un narratif reboosté après des essais Pirelli que Red Bull a outrageusement mis en valeur quelques heures avant d'annoncer son retour chez AlphaTauri. Je vais m'attarder encore quelques instants sur l'aspect marketing du retour de Ricciardo, avant de parler de l'aspect sportif, car j'ai du mal à ne pas voir des énormes ficelles de marionnettistes derrière cette décision. On sait depuis quelques semaines que AlphaTauri ne sera plus AlphaTauri en 2024, Red Bull abandonnant la promotion de sa marque de vêtements, qui n'a jamais vraiment pris si on en croit leur dire. On annonçait alors qu'il serait tout à fait possible de vendre le nom de l'équipe à une marque ou à un sponsor, bien que l'équipe quand même resterait entre les mains de la marque Red Bull, ce serait qu'un prêté-nom. La présence d'un des pilotes les plus populaires au monde dans cette équipe serait en soi un atout majeur pour une marque, bien plus que le duo de timides gentillets que formaient Yuki Tsunoda et Nyck de Vries.
Et pour en arriver à l'aspect sportif, Horner n'a cessé de rappeler à quel point Red Bull tenait son talent de pilote en haute estime, insistant dernièrement sur le fait qu'il était capable de pousser Verstappen dans ses derniers retranchements, le pousser à l'erreur et même de le battre. Et s'il ne fait pas le moindre doute que le rapide et brouillon Max de 2016, 17, 18 n'est pas le même que l'écrasant Maximus qu'on voit depuis la fin de la saison 2018, il me semble encore une fois évident que ces propos ne sont là que pour mieux vendre l'Australien et donner un bon coup de pied au fion d'un pilote mexicain qui devrait être confortablement deuxième au championnat pilote et non sous la menace d'une Aston Martin. Et si le retour de Ricciardo me permet d'apprécier le fait d'avoir un plateau de Formule 1 qui gagne un peu de personnalité humaine, j'ai du mal à être enthousiasmé par l'aspect sportif. Encore une fois, je doute que AlphaTauri a beaucoup à gagner en performance et je reste convaincu que Yuki Tsunoda est un très bon meneur en piste. Mais surtout, comme je l'évoquais au début, AlphaTauri est potentiellement la pire machine du plateau. Et je parle pas en termes de performance, où elle est en moyenne meilleure que l'Alfa Romeo et très proche des Haas et Williams, mais en termes de machine à piloter. Ricciardo est un pilote très souple avec son freinage, qui aime ralentir sa voiture progressivement, mais garder beaucoup de vitesse en entrée de virage, et on a vu à quel point il était perdu dans une McLaren qui ne lui permettait pas cette approche de conduite. Tsunoda et Gasly se sont souvent plaints de leurs freins récemment à Monaco par exemple, où le japonais était confortablement dans les points avant que la pluie n'arrive et que le changement de grippe et de température ne lui fasse perdre entièrement confiance dans sa pédale gauche. Et encore une fois, les caméras embarquées sur l'AlphaTauri sont flagrantes pour montrer à quel point la voiture est sous-vireuse, et Pierre Gasly, dont l'approche dans les virages rapides se rapproche de celle de Daniel Ricciardo, était souvent en retrait dans ces conditions. Ricciardo est un immense pilote de la décennie précédente, on ne gagne pas autant de grands prix et de podiums tout en s'illustrant en roue contre roue sans avoir un immense talent. Et même si son passage chez McLaren a exposé ses très grandes faiblesses et que les nouvelles philosophies des Formule 1 2022 me font vraiment douter sur sa capacité à rapidement s'adapter dans une machine qui ne devrait sur le papier pas lui convenir, j'espère quand même que mes craintes seront noyées et qu'il sera en mesure de donner un second souffle à sa carrière pour qu'il puisse la terminer aussi dignement qu'il le mérite. J'espère que cette synthèse vous semblera pertinente et je vous invite à vivement m'insulter d'arguments contradictoires si ce n'est pas le cas. Pour plus de passion, j'ai publié une rétrospective de la saison 1953. Il paraît qu'elle est super bien. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit parce que moi je l'ai pas encore regardée. Des bisous, merci de votre écoute et à bientôt.